À ma fête de remise de diplôme, j'ai vu mon père verser de la poudre dans ma coupe de champagne. Alors je me suis levée, souriante, et je l'ai donnée à ma sœur. Elle a bu ce qui m'était destiné. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Quand j'ai franchi les portes vitrées de la salle de bal Skyline Terrace, l'air était déjà lourd des senteurs mêlées de champagne, d'eau de Cologne, et de ce genre de fleurs qu'il faut commander 2 semaines à l'avance. La douce lumière dorée qui filtrait par les fenêtres donnait un éclat à tout, mais ne me réchauffait pas. Mes talons claquaient contre le sol poli alors que je m'arrêtais pour m'imprégner de la scène, nappe blanche, arrangement imposant d'hortensia, la vue panoramique sur le Puget Sound scintillant juste derrière les vitres. C'était censé être une célébration, ma fête de remise de diplôme, mais la façon dont la soirée a commencé me donnait plus l'impression d'être une figurante dans le spectacle de quelqu'un d'autre. J'ai aperçu mes parents de l'autre côté de la pièce, Grady et Nola Kelm, se déplaçant d'invité en invité comme des politiciens chevronnés, chaque poignée de main délibérée, chaque sourire calibré pour les caméras. Ils ressemblaient aux autres parfaits, et je suppose que pour tous les autres, ils l'étaient. Mais je savais la vérité. J'ai lissé le devant de ma robe, forçant mes épaules à se redresser. « Tu peux le faire », me suis-je murmuré, bien que les mots aient plus le goût d'une armure que d'un encouragement. Je me suis dirigé vers la scène principale où un homme bien habillé avec un micro chauffait la foule. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé, souhaitons un accueil chaleureux à la famille Kelm. Mes parents se sont levés immédiatement lorsqu'il a mentionné ma sœur aînée, Sirène. Les applaudissements ont éclaté alors qu'il louait ses contributions remarquables à l'entreprise familiale et son dévouement inlassable au service de la communauté. Grady applaudissait comme si elle venait de gagner une médaille olympique, et le sourire de Nola illuminait pratiquement la pièce. Puis le maître de cérémonie s'est tourné vers moi. Et voici leur plus jeune fille, fraîchement diplômée. Il n'a pas prononcé mon nom. Mes parents ne se sont pas levés. Ils ont souri poliment, ont donné quelques petits applaudissements, et sont restés assis comme si l'énergie nécessaire pour se lever était trop précieuse pour être gaspillée. Un silence s'est installé dans mon coin de la pièce, suivi d'une vague polie d'applaudissements qui s'est estompée presque aussi vite qu'elle avait commencé. J'ai gardé le menton haut, marchant vers l'avant d'un pas régulier. Dans ma tête, j'entendais la voix de ma tante Ranata. La dignité n'est pas négociable. Une fois les présentations terminées, les invités se sont dispersés en petits groupes. Quelques-uns de mes amis se sont approchés, échangeant des banalités sur le lieu et la nourriture, essayant de me remonter le moral. Je les ai remerciés, mais à l'intérieur, j'ai senti le changement. Le ton avait été donné, et il n'était pas en ma faveur. Quelques minutes plus tard, le photographe a demandé une photo de famille. Nous nous sommes alignés devant une toile de fond floral élaborée. Alors que l'appareil photo faisait la mise au point, Nola s'est penchée si près que je pouvais sentir son parfum m'envelopper. « Souris, la sangsue » a-t-elle murmuré, ses lèvres bougeant à peine. Je me suis figé une demi-seconde, puis j'ai forcé le même sourire que je portais depuis mon arrivée. Le flash a crépité, capturant l'instant pour toujours. Le tableau soigneusement arrangé, la fausse chaleur, et moi au milieu, tenant bon. Je me suis demandé si elle essayait de me provoquer. Si je craquais ici, devant tout le monde, cela ne ferait que confirmer le récit qu'ils avaient préparé. Alors, je suis resté immobile, me souvenant de l'autre conseil de Ranata. Parfois, on gagne en leur laissant croire qu'on a perdu. Alors que nous nous éloignions de la zone photo, j'ai balayé la pièce du regard. Des groupes d'invités se tenaient autour de tables hautes, un verre à la main. Certains me souriaient chaleureusement. D'autres évitaient mon regard. J'ai commencé à cataloguer les visages, qui étaient proches de mes parents, qui gardaient ses distances, et qui pouvaient être réellement neutres. C'est alors que j'ai vu Ulysse, mon plus vieil ami, debout près du fond avec son appareil photo. Il a croisé mon regard et a haussé un sourcil, une question muette. « Ça va ?» J'ai fait un petit signe de tête. Ulysse avait toujours été doué pour lire entre les lignes, et le fait qu'il ait sorti son appareil photo me disait qu'il était déjà attentif. Je me suis dirigé vers la table des rafraîchissements, me suis versé un verre d'eau, et j'ai bu une lente gorgée. De l'autre côté de la pièce, mes parents se tenaient ensemble, me regardant. Ils ont échangé un regard, un petit air entendu, puis sont retournés charmer les gens autour d'eux. J'ai soutenu leur regard un instant de plus avant de me détourner. Si c'était ainsi qu'ils choisissaient de commencer la soirée, je ne pouvais qu'imaginer ce qu'ils avaient prévu ensuite.
Les applaudissements des présentations s'étaient à peine tus que l'hôte a invité tout le monde à trouver sa place pour le dîner. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, faisant attention de ne pas renverser l'eau dans ma main, offrant des hochements de tête polis aux parents et aux connaissances. La plupart souriaient en retour avec le genre de courtoisie qui comble les vides dans les conversations mais ne signifie rien. Quelques-uns gardaient les yeux fixés ailleurs, déjà absorbés par leurs discussions. La salle de bal était un labyrinthe de tables rondes drapées de lin blanc, chacune ornée de bougies et d'arrangements délicats. J'ai jeté un coup d'œil au carton de table en passant, les noms écrits en lettres dorées bouclées. Plus je me déplaçais vers le fond, plus je sentais la vérité de ce qu'un ancien mentor m'avait dit un jour. Les plans de table sont de silencieuses déclarations de rang social. Finalement, j'ai repéré mon nom. Ma table était nichée juste à côté des portes battantes de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur passait, une vague de chaleur et le cliquetis des plateaux métalliques suivaient. L'odeur de poisson poêlé et de beurre à l'ail flottait jusqu'à moi. Pas désagréable, mais il était difficile d'imaginer quelqu'un d'autre ici savourer son repas au son des ordres criés et des casseroles qui s'entrechoquent. De mon point de vue, j'avais une vue dégagée sur le centre de la pièce où Sirène était assise à côté de nos parents à la plus grande table, une place d'honneur. Elle riait de quelque chose que notre père venait de dire, la tête renversée en arrière, ses cheveux captant la lumière d'une manière qui aurait été parfaite sur une couverture de magazine. Elle s'épanouissait dans ce genre de cadre. Un serveur s'est faufilé près de moi, heurtant presque ma chaise. « Pardon, mademoiselle » murmura-t-il avant de disparaître dans la cuisine. Je me suis rapproché de la table, résistant à l'envie de me décaler complètement. S'il voulait me cacher ici, je n'allais pas me faire plus petite. J'ai posé ma main sur le lin frais et j'ai pris une lente respiration. Ce n'était pas nouveau. Il l'avait déjà fait, de manière plus subtile. Des positionnements discrets, des omissions silencieuses. Mais ce soir, tout était amplifié. Je me suis dit qu'il y aurait de meilleurs moments pour faire impression, et que je les saisirais quand ils se présenteraient. Le premier plat était en train d'être servi quand Sirène est apparue à mes côtés, un verre de vin à la main. Elle s'est penchée avec ce charme sans effort qu'elle portait comme un parfum, son sourire assez chaleureux pour quiconque regardait. « Profite en tant que ça dure » murmura-t-elle, la voix basse et douce. « C'est la dernière fois que tu seras au centre de quoi que ce soit. » J'ai rencontré son regard, laissant le poids de ses mots s'installer. À voix haute, ai-je répondu légèrement. J'ai toujours préféré la vue depuis la marge. C'est de là qu'on voit tout le jeu. J'ai vu son sourire se crisper une demi-seconde avant qu'elle ne rejette ses cheveux en arrière et ne retourne à sa table, clairement satisfaite d'avoir porté son coup. J'ai laissé mes yeux errer à travers la pièce. Un cousin, 2 tables plus loin, souriait en coin. Une tante plus âgée regardait son assiette comme si elle n'avait rien entendu. Et puis il y avait Ulysse, adossé à une colonne près du mur du fond, observant l'échange avec un regard qui disait « J'ai vu ça ». Il m'a fait le plus petit des hochements de tête, un rappel silencieux que tout le monde dans la pièce n'était pas contre moi. J'ai pris une autre gorgée d'eau, laissant la fraîcheur me calmer. La nuit était encore jeune, et si le premier acte était une indication, ils avaient d'autres choses en réserve. Je me demandais juste combien de petites piques ils comptaient me lancer avant la fin de la soirée. Le dîner avait été servi, bien que j'aie à peine touché à ma nourriture. Depuis ma place près des portes de la cuisine, je poussais les légumes rôtis avec ma fourchette, écoutant à moitié le bourdonnement des couverts et des conversations. Le trio de jazz dans le coin jouait quelque chose de doux et de feutré, presque englouti par le va-et-vient constant des portes à côté de moi et les bouffées de chaleur qui les accompagnaient. De l'autre côté de la pièce, mes parents se penchaient vers un homme que j'ai immédiatement reconnu, un rédacteur en chef de magazine local que j'avais rencontré un mois auparavant. Il avait été poli et sincèrement curieux de mon projet de fin d'études en ingénierie environnementale. 2 semaines plus tôt, il m'avait dit qu'il publierait un article dessus. La curiosité a eu raison de moi. Quand un serveur est passé, je me suis levé et me suis dirigé vers leur table, en longeant le bord pour ne pas être intrusive. C'est là que je l'ai vu. Le nouveau numéro glacé du magazine, ouvert entre eux. Il y avait mon projet, les diagrammes, la photo du site de nettoyage de la rivière sur lequel j'avais travaillé pendant des mois. Seul le nom en gras n'était pas le mien. C'était celui de Sirène. Une chaleur vive et soudaine a éclos dans ma poitrine. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une voix à mon coude a dit « Le travail de votre sœur est impressionnant ». Je ne savais pas qu'elle s'intéressait aux sciences de l'environnement. Je me suis retourné pour trouver l'un des collègues de mon père qui me souriait,
comme s'il attendait mon approbation. J'ai stabilisé ma voix. Oui, elle est très douée pour la présentation. J'ai laissé la pause durer juste assez longtemps pour que les mots aient un goût pointu sans franchir la ligne de la confrontation ouverte. Le rire de mon père depuis la table d'honneur a traversé la pièce. Sirène était au milieu d'une histoire, gesticulant avec une aisance parfaite, le rédacteur en chef penché en avant, captivé. Elle pouvait jouer le rôle de la professionnelle accomplie comme si elle était née pour ça. Je savais que si j'intervenais maintenant, on me dépeindrait comme la petite sœur jalouse. Alors, je me suis rassise, me rappelant ce qu'un professeur m'avait dit un jour. Les gens voleront ta lumière si tu les laisses faire, mais ils ne peuvent pas te prendre ce que tu sais. À peine avais-je recentré mon attention sur mon assiette que la voix de ma mère s'est élevée au-dessus du murmure. Oh, cela me rappelle quelque chose, commença Nola, souriant doucement à sa table. Quand Arlina était en 2e année, elle a failli se faire renvoyer. Elle a séché des séminaires obligatoires pendant des semaines. Vous imaginez? Une vague de rire poli a suivi. Quelques invités ont regardé dans ma direction, certains amusés, d'autres clairement mal à l'aise. J'ai posé ma fourchette. En réalité, ai-je dit d'un ton égal, j'étais en Europe pour un échange universitaire, approuvé et financé par le chef de département. Mon ton est resté doux, celui qu'on utilise pour corriger une erreur anodine. Mais je suppose que cette version n'est pas aussi divertissante. Le sourire de Nola n'a pas faibli, mais ses yeux se sont plissés très légèrement avant qu'elle ne se retourne vers ses compagnons. Je me suis rassise, les doigts enroulés autour de mon verre d'eau. Rien de tout cela n'était accidentel. Chaque pic public, chaque redirection discrète de crédit, tout cela faisait partie de la même campagne. La voix de ma tante Ranata a flotté dans ma mémoire. Ne jamais interrompre son ennemi quand il est en train de faire une erreur. Je n'étais pas là pour parer chaque coup. J'étais là pour me souvenir, pour choisir mon moment. Le trio est passé à quelque chose de plus enlevé alors que les serveurs commençaient à débarrasser les assiettes. J'ai jeté un coup d'œil vers l'autre côté de la pièce. Hollis se tenait près d'une colonne, une main posée nonchalamment sur la sangle de son appareil photo, l'autre me faisant un signe subtil. Son expression était indéchiffrable, mais ce n'était pas décontracté. Je me suis redressé sur ma chaise. Quoi qu'il ait vu, j'avais le sentiment que ça allait avoir de l'importance. La salle s'est assombrie et le faible bourdonnement des conversations s'est estompé alors que l'écran au-dessus de la scène vacillait pour s'allumer. Mon estomac s'est noué. Des années de ces présentations familiales m'avaient appris une chose, ce n'était pas de simples diaporamas sentimentaux. C'étaient des récits soigneusement orchestrés. Une douce musique de piano a retenti dans les haut-parleurs alors que les images commençaient à défiler. Des matins de Noël, des instantanés de vacances, des dîners marquants. Les années passaient en fragments soigneusement sélectionnés. La chaleur de l'éclairage ne pouvait cacher la froide vérité. J'ai commencé à compter. Une fête de Noël sans moi. 2. Une fête d'anniversaire où je savais que j'avais été là. Pourtant, la photo ne cadrait que mes parents et Sirène. Puis est venue celle qui m'a coupé le souffle. Ma photo de remise de diplôme du lycée. Je me souvenais vivement de ce moment. Debout dans ma toge et mon mortier, entouré de camarades de classe, ma famille d'un côté. Mais à l'écran, la photo de groupe avait été recadrée de sorte que seule Sirène restait, souriant avec mon diplôme à la main comme s'il avait toujours été le sien. Quand ils t'effacent du cadre, ai-je pensé, ils disent à tout le monde que tu n'as jamais fait partie de l'histoire. Quelques invités ont jeté un coup d'œil dans ma direction. Une cousine plus âgée a froncé les sourcils, son regard s'attardant, tandis que d'autres évitaient mes yeux. J'ai gardé une expression neutre, rangeant la douleur là où elle ne pouvait pas être vue. Il n'y avait pas besoin de réagir maintenant. Chaque omission devenait une partie de mon propre dossier silencieux. La musique s'est estompée et mon père s'est levé pour son discours. Il a commencé par les banalités habituelles, remerciant tout le monde d'être venu. Puis son ton a légèrement changé. Nous avons travaillé dur en tant que famille pour soutenir nos filles, a-t-il dit en levant son verre, en particulier pour couvrir les dizaines de milliers de dollars pour l'éducation d'Arlina. Ce n'était pas toujours facile, mais on fait ce qu'il faut pour ses enfants. Les mots ont glissé dans la pièce comme une aiguille. À ma table, 2 de mes amis ont échangé des regards rapides. L'un a commencé, « N'as-tu pas eu ?» mais je l'ai interrompu d'un petit hochement de tête. À l'intérieur, je me repassais la vérité. Les bourses que j'avais obtenues, les subventions pour lesquelles je m'étais battu, les emplois à temps partiel que je serrais entre les cours.
Oui, ils avaient aidé, mais le chiffre qu'il a lancé était une fiction, conçue pour me faire passer pour un fardeau qu'ils avaient héroïquement porté. J'ai pris une gorgée d'eau délibérée, laissant le verre cacher mon visage un instant. La voix de mon mentor m'est revenue à l'esprit. Ne te bats jamais avec un cochon. Vous vous salissez tous les deux, mais le cochon, lui, aime ça. Il ne servait à rien de le corriger publiquement maintenant. Les gens qui comptaient finiraient par voir la vérité. Les applaudissements ont monté et sont retombés autour de moi. J'ai posé mon verre et j'ai aperçu tante Ranata de l'autre côté de la pièce. Elle n'applaudissait pas. Au lieu de cela, elle m'a fait un petit hochement de tête, ferme et constant, qui contenait plus de sens que n'importe quel discours. Je me suis demandé ce qu'elle savait, et ce qu'elle était prête à dire. Je suis resté près du mur du fond, laissant la foule se déplacer autour de moi. L'air était encore lourd des applaudissements polis pour le discours de mon père, et je pouvais sentir l'écho de ses mots sur ma dette résonner dans ma tête. Les omissions du diaporama avaient été une blessure. Cette réécriture publique de ma vie était du sel frotté directement dedans. Quelques amis sont passés, me serrant le bras de manière rassurante. Leur sourire était bref, presque apologétique, comme s'ils savaient que se tenir trop près de moi pourrait leur valoir une place dans la prochaine joute de politique familiale. Je ne leur en voulais pas. Personne ne veut être un dommage collatéral. À la table des desserts, un groupe d'associés de mon père s'attardait autour de mousse au chocolat et de verres de Porto. L'un d'eux, un homme que j'avais rencontré une fois à un gala de charité, s'est tourné vers moi avec un grand sourire. « Votre père nous dit que vous l'avez bien occupé à payer les frais de scolarité. Ça a dû valoir chaque centime. » Le rire du groupe était léger, mais il a atterri comme une gifle. J'ai posé mon verre avant de répondre. En réalité, ai-je dit, gardant mon ton chaleureux mais inflexible, j'ai couvert la plupart de mes frais de scolarité avec des bourses et des subventions. J'ai travaillé à 2 emplois à temps partiel le reste du temps. La contribution de mon père a été appréciée, mais disons simplement que parfois, les gens dépensent plus pour l'histoire que pour la réalité. Les mots se sont installés entre nous, et pendant un instant, le sourire de l'homme a vacillé. 2 autres ont échangé un regard qui me disait qu'ils avaient entendu plus dans mon ton qu'une simple clarification désinvolte. Par-dessus son épaule, j'ai vu mon père observer de l'autre côté de la pièce, sa mâchoire se crispant juste assez pour que je le remarque. Le changement dans l'air était subtil mais indubitable. Les conversations dans mon cercle immédiat se sont adoucies, comme si tout le monde sentait que la température venait de chuter d'1 degré. Sirène s'est approchée, tout en charme poli, et s'est lancée dans une histoire sans rapport sur un de ses clients, essayant de détourner l'attention. Mais il y avait une raideur dans sa posture que je n'avais pas vue plus tôt. J'ai saisi l'occasion de m'éloigner, mais avant de pouvoir retourner à ma table, ma mère m'a intercepté. Elle m'a attrapé le bras, sa prise assez ferme pour me faire arrêter. Son sourire était figé, toute la grâce d'une hôtesse pour les yeux qui pouvaient regarder. Mais sa voix était basse et tranchante de sucre. N'ose même pas faire une scène ce soir. Tu le regretteras. J'ai rencontré son regard, laissant le silence s'étirer juste assez pour qu'elle le sente. Une scène, ai-je dit d'un ton égal, c'est juste la vérité avec un meilleur éclairage. Son sourire n'a pas disparu, mais les muscles autour de ses yeux se sont tendus. Elle a lâché mon bras et s'est éloignée, reprenant son circuit de la pièce comme si rien ne s'était passé entre nous. Je suis resté là un instant, sentant l'accumulation de la soirée peser sur moi. Chaque photo recadrée, chaque pic public, chaque effacement désinvolte. J'ai réalisé que j'en avais fini de jouer la défense. Ils avaient préparé la scène toute la soirée. Peut-être était-il temps que je pense à inverser le scénario. Les mots de Maya Angelou me sont revenus. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. Je les croyais maintenant. Et je n'allais pas oublier une seule chose de ce que j'avais vu. En balayant la pièce du regard, j'ai de nouveau repéré Ulysse. Cette fois, il ne se contentait pas d'observer. Il tenait son téléphone légèrement levé, la lueur de l'écran se reflétant dans ses lunettes. Lorsque nos yeux se sont croisés, il a fait le plus petit des hochements de tête, comme s'il détenait quelque chose que je devais voir. Je ne pouvais pas encore dire si c'était l'ouverture que j'attendais, mais je savais que je serais prête si c'était le cas. Je venais de me détourner de la table des desserts quand j'ai aperçu tante Ranata se diriger vers moi. Elle a traversé la foule avec une grâce délibérée, son sourire poli, mais ses yeux fixés sur moi. Quand elle est arrivée à mes côtés, elle ne s'est pas arrêtée pour échanger des politesses. Au lieu de cela,
elle a frôlé ma main avec la sienne, y laissant une petite enveloppe scellée. Pas un mot, juste un regard ferme qui disait plus tard. Je me suis éclipsé de la salle principale, en faisant attention de ne pas attirer l'attention. Les portes du balcon étaient entr'ouvertes, laissant entrer une bouffée d'air frais du sound. Je me suis avancé dans le coin ombragé et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photocopies, des lettres d'attribution de bourse, des confirmations de subventions, des reçus avec mon nom et mon numéro d'étudiant. Chaque document disait la vérité. J'avais gagné ma place, pièce par pièce. Une note de son écriture bouclée était glissée sur le dessus. Pour le jour où ils iraient trop loin. Mon pouls s'est stabilisé. Jusqu'à présent, j'avais réagi, absorbant chaque pic et décidant qu'en répondre. C'était différent, comme le premier vrai coup sur mon propre échiquier. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe et les glissés au fond de ma pochette. Ils ne le verraient pas venir. Quand je suis rentré, la salle de bal était un brouhaha de rire, de verres qui teintent et du faible bourdonnement de conversation qui remplit une pièce avant l'acte suivant. Mes parents se tenaient avec Vélastrade, leur cousine et l'organisatrice de l'événement de ce soir. La main de Grady reposait sur l'épaule de Véla. Nela se penchait comme s'il conspirait sur quelque chose d'important. Hollis est apparu à mes côtés. « Tu as entendu parler des invitations, n'est-ce pas » a-t-il demandé à voix basse. J'ai froncé les sourcils. « Quoi, les invitations ?» Ils ont imprimé ton heure d'arrivée avec 30 minutes de retard. Uniquement sur la tienne. Plusieurs invités m'ont dit qu'ils pensaient être en avance, mais quand ils sont arrivés, les premières photos étaient terminées. Ça a donné l'impression que tu étais arrivé en retard à ta propre fête. La prise de conscience a atterri avec le poids de l'inévitable. Bien sûr, ai-je murmuré. Une arrivée tardive, pas de nom dans la présentation, et maintenant les omissions du diaporama. Ils n'avaient pas seulement improvisé ce soir, ils avaient construit une séquence. Ils jouent sur le long terme, a dit Hollis. Alors je vais changer les règles, ai-je répondu. L'orchestre a entamé quelque chose de léger alors que les serveurs commençaient à placer les assiettes pour le dessert. J'ai jeté un coup d'œil vers le centre de la pièce. Mon père a vérifié sa montre, puis a regardé ma mère, qui a fait un petit signe de tête à Véla. C'était le genre de signal qu'on ne remarque que si on le cherche. Je cherchais. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais l'intention d'avoir une longueur d'avance. De ma place, je gardais un œil sur les assiettes de dessert qui étaient posées et l'autre sur mes parents. Ils me regardaient plus souvent, échangeant des regards qui n'étaient destinés à personne d'autre. Hollis a attiré mon attention de l'autre côté de la pièce et a incliné la tête vers le couloir latéral. L'expression sur son visage n'était pas désinvolte. Je me suis levé lentement, serpentant entre les invités qui discutaient, et j'ai suivi son exemple vers le couloir de service près de la cuisine. Le cliquetis de la vaisselle et la voix étouffée d'un serveur se sont estompés alors que nous nous arrêtions à côté d'une porte entr'ouverte. À travers la fente étroite, j'ai entendu la voix de mon père. Calme, délibéré. Assure-toi juste qu'elle le boive. Pas de scène, pas de problème. La réponse de ma mère est venue, tranchante et certaine. Ce sera rapide. Elle aura juste l'air de s'évanouir à cause du champagne. Puis le ton inimitable de Véla. Je lancerai le toast. Les mots se sont enfoncés en moi, froids et lourds. Mon pouls s'est accéléré, mais j'ai forcé ma respiration à rester régulière. J'ai mémorisé chaque syllabe. Sans baisser les yeux, j'ai saisi le mouvement subtil de Hollis, un tapotement sur son téléphone, la preuve que tout était en train d'être enregistré. Je me suis reculé, laissant la porte se refermer sans un bruit. La phrase que j'avais lue un jour dans les mémoires d'un avocat m'est revenue à l'esprit. Ne jamais aller au combat sans preuve dans sa poche. Quand nous sommes retournés dans la salle principale, je portais le même sourire composé que j'avais eu toute la nuit. Les invités applaudissaient à l'une des tables centrales. Sirène se tenait là, tendant un paquet soigneusement emballé à mon ancien professeur qui rayonnait en le déballant. Il m'a fallu moins d'une seconde pour reconnaître le cadeau. La première édition reliée en cuir, celle que j'avais traquée des mois auparavant, commandée dans une petite boutique du Vermont. J'y avais inclus une note manuscrite sur du papier crème, maintenant disparue. J'ai cherché partout pour ça, disait Sirène à la table, sa voix chaude de satisfaction. Je savais que c'était le cadeau parfait. Les applaudissements ont repris. Je suis resté où j'étais, applaudissant poliment. En apparence, rien n'a changé. Intérieurement, je l'ai classé.
Un vol de plus. Habillé d'un sourire et enveloppé d'un ruban. Les lumières ont légèrement baissé alors que Vela prenait le micro, sa robe à paillettes captant la lueur. Elle a commencé à remercier les invités d'avoir rendu la soirée vraiment inoubliable, ses mots roulant avec une aisance pratiquée. J'ai serré ma pochette. S'ils étaient sur le point de tendre leur piège, ils découvriraient que j'étais prête à le retourner. La voix de Vela flottait depuis la scène, douce et claire. Avant de conclure cette merveilleuse soirée, levons un verre à la diplômée. Des serveurs glissaient entre les tables, plaçant des flûtes de champagne à chaque place. La précision de tout cela était presque théâtrale. Je suis restée assise, mes yeux balayant le mouvement autour de moi. Mes parents ne se mêlaient plus aux invités maintenant. Ils me regardaient. Chaque fois que mon regard balayait leur direction, ils étaient déjà en train de regarder, leurs expressions poliment figées pour quiconque pourrait le remarquer. Quand le serveur s'est approché de notre table, je me suis légèrement penché en arrière pour lui faire de la place. Le verre a été posé juste à ma droite, le liquide or pâle captant la lumière chaude au-dessus. Quelques instants plus tard, Grady est apparu à côté de moi, me souriant comme pour vérifier que ma place était en ordre. Sa main s'est déplacée vers mes couverts, un ajustement désinvolte. Et dans ma vision périphérique, je l'ai vu. Quelque chose de petit, presque invisible, tombait dans mon champagne. Une très légère effervescence a brisé la surface avant de disparaître. Je n'ai pas bronché, pas même scié. L'enregistrement de Hollis était mon assurance, mais le reste serait mon choix. J'ai laissé mes doigts reposer légèrement sur la tige du verre, sentant sa fraîcheur. Je me suis levé lentement, laissant le moment s'étirer, et j'ai jeté un coup d'œil vers la table de Sirène. Elle riait avec le couple à côté d'elle, la tête inclinée, inconsciente de tout ce qui se passait au-delà de son propre éclat. J'ai traversé les quelques pas qui nous séparaient, verre à la main, ma voix assez claire pour être entendue par ceux qui se trouvaient à proximité. « Oh, je crois que tu as eu ma coupe. La tienne est probablement plus chaude. » Ses sourcils se sont haussés. « Vraiment ? Tu es difficile ce soir. Tu me connais, ai-je dit avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Elle a ri légèrement, échangeant les verres sans hésitation. Les gens autour de nous ont gloussé, pensant que ce n'était rien de plus qu'une taquinerie fraternelle inoffensive. Je suis retourné à ma place, levant le verre désormais sans danger juste au moment où Vela lançait le toast. Mon regard a balayé la pièce, Sirène prenant une généreuse gorgée, la mâchoire de Grady se crispant presque imperceptiblement, le sourire de Nella figé, mais vide dans ses yeux. Le toast a continué, les voix s'élevant à l'unisson, les verres tintants. Le rire de Sirène s'est joint au leur, mais seulement pour un instant. Puis il affaiblit, sa main venant se poser légèrement sur la table. Dans ma tête, les mots étaient calmes, mesurés. Le compte à rebours venait de commencer. Sirène a posé son verre, encore au milieu d'un rire à quelque chose que l'homme à côté d'elle avait dit, mais le son s'est coupé comme si quelqu'un avait débranché une prise. Son sourire s'est figé, ses yeux clignant rapidement. Elle a bougé sur sa chaise, une main appuyée sur la table, puis a commencé à se relever. Ses genoux ne l'ont pas suivi. Elle a vacillé, a attrapé la nappe, et a plutôt attrapé le bord d'une assiette. Des couverts ont cliqueté sur le sol, une fourchette tournant sur le marbre comme une pièce de monnaie. Des halètements ont ondulé vers l'extérieur alors que des chaises raclaient le sol et que plusieurs invités se levaient d'un bond. Grady était là en un instant, un bras autour de son dos, l'autre agrippant son avant-bras. « Sirène, regarde-moi. Tout va bien. Assieds-toi. » Sa voix portait juste assez pour que les gens à proximité entendent l'inquiétude. Nella est arrivée de l'autre côté, pressant sa main sur l'épaule de Sirène. Son expression était l'image parfaite de l'alarme maternelle. « Chérie, respire. Tu t'es probablement levé trop vite. » Mais je l'ai vu. L'éclair fugace de panique dans leurs yeux, la communication silencieuse entre eux qui ne correspondait pas aux mots qui sortaient de leur bouche. Je suis resté à ma place, la posture détendue, le verre à la main. En surface, j'étais une observatrice silencieuse, mais à l'intérieur, je sentais le courant changer de direction. Les murmures dans la pièce ont grandi, les yeux passant de Sirène à moi et vice-versa. J'ai noté chacun d'eux. Vela, s'attardant en périphérie, mon professeur fronçant les sourcils comme s'il reconstituait quelque chose. Deux cousines qui m'avaient évité toute la soirée me regardaient maintenant comme si elles attendaient cela. Puis Hollis était à côté de moi, se déplaçant avec l'aisance de quelqu'un qui était à sa place. Il ne s'est pas assis.
Au lieu de cela, il s'est légèrement penché, téléphone à la main, l'écran incliné pour que seul moi puisse voir. « Tu vas vouloir voir ça maintenant » murmura-t-il. La vidéo était d'une clarté cristalline. La main de Grady glissant quelque chose dans mon champagne tout en prétendant redresser ma fourchette. Le léger tourbillon dans le verre, puis moi m'avançant vers Sirène, le sourire, l'échange, elle prenant le verre sans hésitation. Chaque détail préservé dans une séquence parfaite. J'ai laissé le téléphone reposer dans ma paume, le pouce planant au-dessus de l'écran. Je pourrais tout arrêter ici, me lever, élever la voix, montrer à tout le monde exactement ce qui s'était passé. Ce serait rapide, décisif, mais ce serait aussi désordonné, et il trouverait un moyen de retourner la situation avant même que le choc ne se dissipe. Mieux valait leur laisser croire qu'ils avaient encore le dessus. Plus longtemps ils le croiraient, plus la chute serait dure. Sirène était de retour sur sa chaise maintenant, une serviette pressée contre ses lèvres, le teint pâle. Un serveur s'est précipité vers l'entrée principale, appelant une assistance médicale. De l'autre côté de la pièce, Grady a penché la tête près de celle de Nola, parlant d'une voix trop basse pour que quiconque d'autre puisse l'entendre. Ses yeux se sont tournés vers moi un très bref instant avant de revenir à Sirène. Je me suis penché vers Hollis, lui rendant le téléphone sans baisser les yeux à nouveau. « Garde cette vidéo en sécurité », ai-je dit doucement. Nous n'avons pas encore terminé. La salle de bal était en plein chaos, la moitié des invités se tordant le cou pour voir ce qui arrivait à Sirène, l'autre moitié murmurant avec une incrédulité feutrée. Les ambulanciers se sont frayés un chemin à travers la foule, leurs sacs se balançant à leur côté, tandis que les serveurs tentaient de débarrasser les assiettes sans attirer davantage l'attention. C'était la distraction parfaite. Je me suis levé de ma chaise avec un calme constant qui démentait l'électricité sous ma peau. C'était le moment. Je me suis dirigé vers la cabine audiovisuelle, nichée dans le coin, mes talons silencieux sur la moquette. Le technicien a levé les yeux, surpris, alors que je glissais une petite clé USB dans sa main. « Lancez ça », ai-je dit doucement, mon regard retenant le sien jusqu'à ce qu'il hoche la tête. L'écran au-dessus de la scène a vacillé, l'image du diaporama disparaissant en plein milieu. Une vidéo bien différente a pris sa place, beaucoup moins flatteuse pour ma famille. D'abord, Grady se penchant sur ma place, sa main planant comme s'il ajustait une fourchette. Puis l'inclinaison subtile de ses doigts, le contour granuleux d'un sachet disparaissant dans le liquide doré de mon champagne, la légère effervescence qui a suivi. Ensuite, moi traversant la pièce vers la table de Sirène, souriante, l'échange facile des verres. Sirène le levant sans hésitation. Dans le coin de la vidéo, l'horodatage brillait, correspondant parfaitement à la chronologie de la soirée. Le son dans la pièce s'est fracturé. Des hoquets de surprise, des chuchotements secs, le bruissement des chaises. Le visage de Vela est devenu exsangue. La main de Nola s'est figée en plein geste, la flûte à moitié vide suspendue entre ses doigts. Grady a serré la mâchoire, son expression verrouillée, mais il n'a pas bougé. Quelque part derrière moi, une voix a percé le bruit. C'est une tentative d'empoisonnement. Les téléphones sont apparus dans les mains comme par magie. Les écrans se sont allumés, enregistrant, textant, envoyant. Les ambulanciers ont fait une pause, jetant un coup d'œil entre Sirène et l'écran massif, leurs yeux se plissant. Puis, fendant la marée montante, est venue la voix de ma tante Ranata. J'ai des documents supplémentaires prouvant qu'Arlina a payé elle-même ses études universitaires et que ces deux-là mentent à tout le monde ici depuis des années. Les têtes se sont tournées alors qu'elle s'avançait, tenant la même enveloppe qu'elle m'avait donnée plus tôt. Elle l'a ouverte pour que tous puissent voir, les papiers craquant sous les lumières. Bourse, subvention, relevé bancaire. La vérité qu'ils avaient travaillé si dur à enterrer. C'était comme si un courant traversait la pièce. Les gens qui avaient été soigneusement neutres toute la soirée se sont éloignés de Grady et Nola, leurs expressions passant de polies à méfiantes. Je me suis alors avancé, ma voix stable et égale. Toute ma vie, on m'a dit de me taire. Ce soir, vous avez vu pourquoi. Le silence est leur victoire. J'ai laissé les mots flotter là, leur poids s'installant dans l'air, avant de reculer. Les preuves à l'écran, les documents dans les mains de Ranata. Ils pouvaient parler d'eux-mêmes maintenant. Depuis l'entrée, des policiers en uniforme sont apparus, balayant la foule du regard à la recherche des noms qui venaient d'être gravés dans la mémoire de tous. Mes parents se sont tournés l'un vers l'autre, leurs yeux se fixant un très bref instant, une conversation muette passant entre eux. Puis les officiers ont commencé à avancer.
La salle de bal bourdonnait encore du choc résiduel de la vidéo, les voix tombant en murmures bas chaque fois que mon nom ou celui de mes parents flottait dans l'air. Certaines personnes évitaient de croiser mon regard, soudain fascinées par leur verre à moitié vide. D'autres m'adressaient de subtils hochements de tête en passant, des reconnaissances silencieuses de la part de ceux qui avaient observé attentivement toute la soirée. 2 policiers en uniforme étaient arrivés, se déplaçant avec détermination. L'un s'est approché de mon père, l'autre de ma mère, les séparant avec une efficacité de professionnel. La voix de Grady était basse, tendue, argumentant à voix basse. Le sang-froid de Nola commençait à s'effriter, son sourire se fissurant pour devenir quelque chose de plus acéré. Je me suis dirigé vers la table principale. La conversation s'est adoucie, puis s'est complètement éteinte. Chaque pas que je faisais semblait attirer davantage l'attention dans ma direction. Quand j'ai atteint le centre, j'ai posé le petit paquet que je portais, les clés de la maison, le pendentif aux armoiries familiales qu'ils aimaient tant parader lors des événements formels, et une enveloppe contenant mon retrait signé de tous les actifs partagés. « Ceci vous appartient », ai-je dit, ma voix calme mais portant. Je reprends mon nom, mon temps et ma vie. Le silence qui a suivi était assez épais pour être touché. Quelque part au fond, une voix a murmuré, bien fait pour elle. Ranata, debout près du bord de la foule, m'a adressé un petit sourire approbateur, un de ceux qui disaient qu'elle attendait de voir ce moment depuis des années. Hollis, toujours vigilant, a levé son téléphone juste assez pour capturer la scène. J'ai regardé les objets sur la table. Pendant si longtemps, ils avaient été des symboles d'appartenance, même de fierté. Maintenant, ils n'étaient plus que des encres. Le poids que je sentais se soulever ne venait pas de leur absence. Il venait du fait de lâcher ce qu'ils représentaient. Les mots de ma grand-mère me sont revenus, clairs comme si elle se tenait à côté de moi. Ne t'immole pas par le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud. Je brûlais silencieusement depuis des années, pensant que l'endurance était la même chose que la loyauté. Je me suis détourné de la table et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Sans hâte, sans battre en retraite. Chaque pas était délibéré. Derrière moi, le flot des questions de la police a repris. Je ne me suis pas retourné pour regarder. Quand j'ai atteint les portes vitrées du hall de l'hôtel, j'ai aperçu mon reflet, les épaules carrées, la tête haute. J'ai failli ne pas reconnaître la femme qui me regardait, mais je l'aimais mieux que celle qui était entrée quelques heures plus tôt. Dehors, l'air de la nuit m'a enveloppé. Hollis m'a rattrapé, se mettant à mon pas, « Tu sais que ce n'est pas encore fini », a-t-il dit doucement. J'ai jeté un dernier regard aux fenêtres illuminées de la salle de bal. Je sais. Une semaine après la fête, l'air sur la jetée semblait différent. Ouvert, pur, sans le poids que j'avais porté pendant des années. Le soleil était bas sur le Puget Sound, jetant un chatoiement doré sur l'eau. Je marchais lentement, les mains dans les poches de mon manteau, laissant le rythme régulier des vagues noyer le souvenir des verres qui teintent et des sourires forcés. Le lendemain matin, après la salle de bal, la vidéo était partout. Hollis l'avait envoyée à un journaliste avant même que nous ayons quitté l'hôtel, et au petit déjeuner, les chaînes locales la diffusaient aux côtés de titres qui rendaient mon nom de famille étranger. Des inconnus dans la rue s'arrêtaient en plein milieu du trottoir, fixant leur téléphone. L'image soigneusement construite de mes parents s'était brisée en quelques heures. Les retombées judiciaires sont venues en premier. Des accusations de tentatives d'empoisonnement et de complot ont été déposées avant la fin de la semaine. L'état de Sirène s'est stabilisé, elle se remettrait physiquement, mais le récit selon lequel elle était une innocente prise dans les tirs croisés n'a pas tenu. Trop de gens l'avaient vue se prélasser dans les mensonges de mes parents au fil des ans. Les conséquences sociales ont suivi rapidement. Les partenaires commerciaux se sont retirés des co-entreprises. Les sponsors de leur gala de charité se sont désistés, invoquant la nécessité de réévaluer leurs affiliations. Les invitations qui inondaient autrefois leur calendrier se sont taries. Les mêmes personnes qui leur avaient souri sous les lustres de la salle de bal gardaient maintenant leur distance. Pendant ce temps, j'ai emménagé dans un petit appartement près du quartier universitaire. Des cartons empilés contre les murs, l'odeur de peinture fraîche encore dans l'air. Il n'était pas grand, mais il était à moi. Payé avec de l'argent que j'avais gagné sans leur ingérence. J'ai commencé à travailler comme consultante pour une entreprise d'ingénierie environnementale, le genre de travail qui n'avait pas besoin d'un nom de famille pour avoir du poids. Je n'arrêtais pas de penser à une phrase que j'avais entendue des années auparavant. On ne peut pas commencer le prochain chapitre de sa vie si on continue de relire le dernier. C'est devenu mon mantra.
La rupture finale a eu lieu lors d'une réunion de règlement à l'amiable en ville. Ils sont arrivés avec leur avocat, tous deux habillés comme pour un autre gala, essayant de s'accrocher au dernier lambeau de contrôle. J'ai posé un document juridique signé sur la table, une déclaration formelle selon laquelle je renonçais à toute prétention sur le patrimoine familial, avec des clauses les empêchant d'utiliser mon nom ou l'une de mes réalisations à des fins de gain social. Ceci, ai-je dit en faisant glisser les papiers vers eux, est la dernière fois que vous profiterez de mon existence. Les lèvres de Nola se sont entr'ouvertes comme si elle allait protester, mais j'étais déjà debout. Grady n'a pas parlé du tout, il a juste fixé le document comme s'il lui avait brûlé les mains. Je suis sorti sans attendre leur signature. Dehors dans la rue, l'air était vif et frais. Je me sentais plus grande, plus légère, non pas parce que le passé avait disparu, mais parce qu'il ne dictait plus chacun de mes pas. Je m'étais battu, et cette fois, j'avais gagné selon mes propres termes. Plus tard dans la soirée, je suis monté à bord du ferry, debout au bastingage alors que la silhouette de la ville commençait à rétrécir derrière moi. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, se brisant en morceaux à chaque ondulation. La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste le son d'une porte qui se ferme pour la dernière fois. Car une fois que vous avez appris à tourner les talons, vous commencez à voir jusqu'où vous pouvez aller. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.